Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022 et notez que la qualité de l'air est particulièrement mauvaise en ce moment. Les concentrations en particules fines étaient déjà très élevées aujourd'hui et le seront encore plus demain. La prudence est quand même de mise pour les personnes justement qui font des allergies ou qui ont des problèmes ORL. On enchaîne avec le point Covid de cette semaine. 318 nouveaux cas ont été enregistrés, soit 22 de moins. Le taux d'incidence est également en baisse et passe à 84,4 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité passe de 11 à 10,3 cette semaine. Les hospitalisations et les réanimations sont stables avec respectivement comme valeur 6 et 2. On enregistre quand même un décès sur la période et concernant la vaccination, elle stagne depuis plusieurs mois en Guadeloupe. Et lors de son audition à la Commission européenne, le géant Pfizer a reconnu qu'il n'a pas testé l'efficacité de ses vaccins expérimentaux sur la transmissibilité du virus. Un scandale qui suscite la colère de plusieurs députés européens qui entendent porter plainte contre la société pharmaceutique qui a engrangé plus de 2 milliards d'euros en Europe grâce à ces injections. Le hashtag Pfizergate sur les réseaux sociaux se répand d'ailleurs comme une traînée de poudre. Regardez. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. I think our Dr. Bourla, even though he's not here, would turn around and say to you himself, if not us, then who? Dr. Bourla actually felt the importance of what was going on in the world. And therefore, as a result of that, we actually spent $2 billion at risk of self-funded money from Pfizer to be able to manufacture, first of all, research, develop and manufacture at risk to be able to make sure that we were in a position to be able to help with the pandemic. And I think that's why I feel very good when a recent paper from the Imperial College stated that in the first year of the rollout of vaccines, we saved 4 million people. Une commission européenne lors de laquelle on a appris beaucoup de choses, comme le fait que Pfizer a débuté ses essais cliniques le 14 janvier 2020, alors que la Chine a libéré les datas à propos effectivement du séquençage du virus le 11 janvier. Donc au terme de 3 jours, ils étaient déjà en mode essai clinique. Et ce qui concerne Moderna, par exemple, visiblement, ils avaient déjà commencé les essais depuis 2017. On a aussi appris que sur 100 femmes ayant reçu le vaccin avant le 3e trimestre de grossesse, 83% d'entre elles ont perdu leur bébé. Un vaccin expérimental donc aux multiples effets secondaires, les myocardites, les péricardites ou encore les troubles menstruels, et qui n'empêche pas visiblement la transmission ni la contamination, mais qui a permis tout de même au gouvernement d'écarter des milliers de soignants refusant de se faire injecter. En Guadeloupe, ils sont encore plusieurs centaines à être effectivement sans ressources, sans aucun revenu. Et cela dure depuis 1 an, mais il ne devrait pas tarder à voir le bout du tunnel. Le directeur du cabinet du ministre de l'Outre-mer, Jean-François Carinco, est actuellement sur l'archipel pour faire avancer la réintégration des soignants. Donc les négociations sont en cours, notamment avec le syndicat
UGTG. Regardez. Je ne suis pas sûr que la manif d'aujourd'hui soit spontanée. Je crois qu'elle est liée à ce que j'ai demandé à mon directeur de cabinet qui est parti aujourd'hui même en Guadeloupe et qui, à leur demande, va rencontrer Gaby Clavier, Elie Domota et la secrétaire générale. C'est la motivation de la manifestation. Non mais je les connais. Et d'ailleurs, on se parle et il n'y a pas de sujet. Maintenant, vous dites qu'on fait... D'abord, je les ai vus il n'y a pas très longtemps. On s'est parlé. Mon directeur de cabinet est parti à 10h ou 12h ce matin en Guadeloupe pour traiter 2 sujets. L'eau en Guadeloupe, après une rencontre qui a eu lieu assez longue ici, d'une demi-journée complète avec le président du SMEAG, un ordre du jour précis qu'il va essayer de faire en Guadeloupe avec le président Nosba et le président Chalus. Et il a aussi comme consigne, et le rendez-vous est pris, de rencontrer les leaders de l'UGTG sur ce sujet-là. Je peux vous dire que les sujets, les solutions progressent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une manif. Donc attendons le résultat de ces rencontres. J'ai obtenu un certain nombre de blanc-seings de la part de la Première ministre pour faire évoluer le sujet. Je suis en contact avec le ministre de la Santé, je suis en contact avec l'ARS, avec le directeur de l'hôpital. Tout ça est en plus lié à la mise en service du nouvel hôpital. Donc, je rappelle à représentant élu que ça concerne, pour le personnel hospitalier, pas exactement, disons 150 personnes qui restent, pour le personnel hospitalier. Donc, c'est pas non plus pas des centaines de personnes. J'ajoute aussi que l'ensemble des autres personnels hospitaliers, l'ensemble des médecins de l'hôpital sont contre la réintégration. Et donc, il faut qu'on navigue entre la majorité du personnel hospitalier, la totalité quasiment des chefs de service qui sont contre, et qu'on arrive à trouver une solution qui respecte un peu la vie des gens et qui... Voilà. Et donc, oui, on avance. Je ne veux pas en dire plus, mais on avance. Retour maintenant sur l'hommage des agents de route de Guadeloupe à leur collègue Thierry Brasseleur, tué alors qu'il sécurisait le lieu d'un accident. L'homme laisse derrière lui tout de même ses 2 enfants. Et au-delà de la tristesse, ses collègues sont révoltés contre certains usagers inconscients du danger qu'ils représentent. Le reportage. En hommage à Thierry Brasseleur, les collègues de la GIA associés à toute route de Guadeloupe avons décidé ensemble d'aujourd'hui rendre hommage à Thierry en posant cette gerbe. On remercie tous les collègues, tout le monde ici présent et on dit aussi un grand courage à la famille, à toute la famille de Guadeloupe, à la famille de Thierry de manière personnelle. Vous savez, aujourd'hui particulièrement, l'état d'esprit, c'est, je dirais, il y a un peu au-delà de la tristesse, il y a aussi de la révolte. De la révolte, puisque comme je n'ai pas cessé de le dire, notre mission, c'est de mettre en sécurité, la route pour les usagers. Et porter assistance à l'usager. Donc, quand on voit qu'on se fait faucher comme ça, donc et perdre la vie, donc on ne peut pas être dans un bon état d'esprit. Je dirais que cet hommage a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que pour nous-mêmes, pour faire une forme de, je dirais, pour faire le deuil, c'est important. Le second point, c'est pour alerter les automobilistes et les gens qui circulent sur la route, les personnes qui conduisent des voitures, de faire attention à toutes les personnes qui travaillent sur la route, les agents de route de Guadeloupe et tous ceux qui sont sur la route, ça c'est important. Donc c'est dans cette idée que nous rendons hommage aujourd'hui à Thierry et pour faire une forme de, je dirais, de catharsis, quoi, pour que nous puissions passer à autre chose, mais pour alerter la population, les automobilistes, de faire attention à toutes les personnes qui travaillent sur la route. À travers ce dépôt de gerbe, c'est qu'on nous remarque, que dorénavant qu'on puisse savoir, puisque tous les jours mes agents sont sur la chaussée. Ils sont sur la chaussée. Donc là, le message, c'est qu'ils soient vus, et quand ils sont vus, qu'on puisse lever le pied, puisqu'a priori, pour l'instant, c'est pas encore pris en compte. Alors donc, c'est surtout lever le pied quand vous voyez un agent en orange.
Le syndicat de gestion de l'eau, le SMEGAG, les collectivités majeures et l'État étaient en visite sur le site de la casse du FIDER de Bello-Cado. 1,8 million d'euros sont engagés pour réparer cette canalisation essentielle pour l'approvisionnement en eau du Nord Grande Terre. Le reportage. Toujours important de venir constater que les travaux continuent, même si on sait que cette population fait preuve de patience, parce qu'il y a déjà quelques semaines que Fiona a sévi et que la population, et surtout sur la zone de Grande Terre, elle est en attente de ce précieux liquide. Nous voyons que les entreprises sont à l'œuvre, nous voyons que les collectivités, l'État, le SMGEAG, nous sommes tous présents pour faire avancer ces travaux et permettre à ce que la solution soit la plus rapide possible. Nous avons pu donner de l'eau à la population de Vieux-Fort après de grosses recherches de fuite. Nous sommes aujourd'hui à l'île des Pérou où le FIDER, et c'est ce qu'on veut dire à la population, a explosé. Ce FIDER qui alimente toute la Grande Terre. Tout de suite, la région s'est mise dessus pour pouvoir réparer ce FIDER. C'est 1 856 000 euros de travaux. Ensuite, l'enrochement. Provisoirement, nous allons passer 2 tuyaux de 400 pour pouvoir réalimenter la Grande Terre en attendant de finir les travaux pour pouvoir alimenter convenablement la population de la Guadeloupe. Ma grande satisfaction, c'est que ces travaux seront phasés en 3 temps. Un premier temps, on va mettre un système un peu de transition pour permettre que l'eau puisse arriver jusqu'à la Grande Terre, donc début septembre. Ensuite, réparer complètement donc, les tuyaux et que jusqu'à ce que l'eau reprenne une distribution normale. Donc c'est pour ces raisons que nous avons mis pratiquement tout le stock que nous avions pour l'irrigation et permettre que, en tout cas, les Guadeloupéens de la Grande Terre soient approvisionnés en eau. Il y a une réactivité des services. On dit souvent, quelquefois, les procédures sont longues. Là, les services, notamment les services d'instruction, sont passés très vite dans les corners, si j'ose dire. Ils ont accéléré les procédures. Donc, monsieur le préfet, le conseil régional, le conseil départemental, tout le monde s'est mobilisé pour accélérer les procédures. Et puis dans la réalité des faits, aujourd'hui, on le voit ici, donc un chantier qui est vraiment gigantesque pour régler cette histoire de FIDER et apporter de l'eau en Grande Terre. Les services, mais aussi les entreprises sont en mouvement et donc apportent des solutions. Donc, c'est plutôt une satisfaction parce que ça fait déjà à peine 3 semaines et on voit que nous sommes dans la réparation. Donc c'est plutôt une satisfaction pour nous. C'est ce que je vais rapporter au ministre. Parce que ce qu'il avait lancé avec les élus, nous commençons à voir les fruits, et même si ça va être encore long pour les populations, probablement trop long encore. Mais il y a une efficacité opérationnelle qui se met en place ensemble dans le cadre d'une gouvernance concertée de l'eau et c'est ce qui est important. Un reportage signé Olivier Félix. Petit focus maintenant sur l'usine de dessalement mobile d'eau potable installée à Fouillol. Un système qui utilise l'osmose inversée pour rendre l'eau potable et alimenter la Riviera du Levant. En parallèle, des distributions de bouteilles d'eau sont organisées régulièrement pour pallier aux besoins de la population. Le reportage. Nous sommes au Palais des Sports du Gosier. C'est le lieu central pour la remise des bouteilles d'eau pour la Riviera du Levant, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. C'est aussi le lieu où on accueille 40 militaires quasiment depuis plus d'1 mois et demi qui travaillent afin de permettre la coordination, la gestion et la distribution des packs d'eau sur les secteurs de la Riviera qui sont en difficulté. Alors c'est la 3e semaine maintenant que nous sommes déployés ici. Nous sommes installés sur la commune du Gosier avec pour mission principale de desservir les communes de la Riviera du Levant, à la fois en pack d'eau que les communes via la préfecture nous mettent à disposition, mais également en eau qu'on produit au sein d'une usine, une autre usine que nous avons installée sur le site de Fouillol, qui dessalinise l'eau de mer, c'est-à-dire que c'est des grosses machines qui pompent l'eau de la mer et qui la rendent potable suivant un processus qu'on appelle d'osmose inverse et qui rend l'eau totalement propre à la consommation humaine. J'ai fait ça tellement de fois dans ma vie, je n'imagine même pas.
On est dans le cadre d'une gestion de crise post-Fiona. La tempête a lourdement endommagé notre réseau de distribution d'eau. Donc dans ce cadre-là, la préfecture, afin d'alimenter les populations sinistrées, a été conduite à opérer des réquisitions des fabricants d'eau potable, notamment Matouba, Capes et Carolis. Et nous procédons à des distributions d'eau potable en coordination avec les communes. Les communes mettent en place soit des points fixes de distribution, soit des tournées. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site de la préfecture un tableau qui récapitule toutes ces informations pour les communes touchées. Depuis le début de la crise, nous sommes à environ 2000 palettes réquisitionnées, ce qui fait environ 1 million de bouteilles. Nous avons également distribué, par le biais de citernes réquisitionnées ou par le biais du SDIS, environ 500 000 litres d'eau potable ou d'eau sanitaire dans les citernes collectives, des écoles, des hôpitaux. Le projet des éoliennes de Dadou à Petit Canal n'est pas du goût des agriculteurs de la zone. Ces derniers dénoncent cette nouvelle implantation qui pourrait mettre à mal leur exploitation, puisqu'ils ont déjà une petite exploitation d'éoliennes pas loin, plus une exploitation de panneaux photovoltaïques. Donc là, ça commence à les inquiéter. En tout cas, de son côté, le responsable du projet met en balance les avantages, comme l'alimentation en électricité de 23 000 foyers, la donation d'une des éoliennes à la mairie de Petit Canal et la garantie que les terres du conseil départemental restent à la collectivité. Le reste en images. Le projet Dadou est un projet effectivement de 10 éoliennes qui est autorisé par toutes les parties, tant sur les aspects fonciers que sur les aspects environnementaux, biodiversité. Et surtout, et je finirai là-dessus, d'expliquer que c'est un projet vertueux pour la Guadeloupe pour plusieurs raisons. On parle d'alimenter 23 000 Guadeloupéens en énergie verte non importée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un montage vertueux. On a une mairie de Petit Canal qui est actionnaire, qui aura une éolienne avec les retombées économiques sur la ville de Petit Canal en particulier, mais également sur les Guadeloupéens via le système de taxes. Troisième point fondamental, c'est que c'est une manière, si vous voulez, pour garantir que les terres du conseil départemental restent propriété du conseil départemental. Aujourd'hui, nous, collectivités, nous, majorité municipale, nous nous inscrivons donc en tant qu'intermédiaire pour permettre que la discussion continue entre les agriculteurs qui sont installés et qui n'ont pas la volonté et qui ne veulent pas être régularisés sur ce foncier du département et la société énergie, la société Total Énergie pour que on puisse trouver une solution au problème. Réunion là, ça, comme toujours dit, c'est qu'on a envie que nous trouvions une solution. Parce qu'on est la majorité de la population, les agriculteurs, pas d'accord avec l'implantation éolienne. Mais comme on a toujours dit, nous pas contre l'énergie renouvelable, nous pas contre les éoliennes. C'est juste l'implantation là. Parce que si vous regardez, ça détruit l'environnement. Ça n'a un impact sur l'être humain, ça n'a un impact sur les animaux. D'accord? Et aujourd'hui, nous avons vraiment quelque chose de là, nous avons un gros problème alimentaire. Tout pas rentrer comme avant, tout vite a augmenté. Alors, on nous pose les bonnes questions. Ça m'a retenu aussi à des réunions là. Nous voyons les arguments que l'État n'est pas bon, puis il fait ça, puis il fait des marches à eux en ces terrains-là. Il dit nous conseille que reviennent vers nous, nous pouvons mener les documents qu'il faut, et bien nous attendre. Mais pour l'instant, nous avons demandé que les travaux arrêtés et trouvons une solution. C'était aussi sur le fait de vulgariser, de comprendre. Attention, aujourd'hui, on ne met pas en conflit autonomie alimentaire et autonomie énergétique. Au contraire, c'est une technologie qui a fait ses preuves pour justement régler d'un coup ces deux problématiques. On régularise des exploitants parce que effectivement, le fait est qu'il y a des agriculteurs qui exploitent des terres sans titre. L'idée, c'est vraiment de venir régulariser, garantir à ces personnes, voilà,
On met une éolienne, ça prend pas de place. À côté, vous avez un champ agricole qui vous permet de contribuer à l'autonomie alimentaire de l'île. Et dernier point, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est vraiment l'aspect socio-économique pour la Guadeloupe. Je disais en introduction qu'aujourd'hui, on a une équipe locale de 35 personnes. Un projet comme Dadou, c'est une centaine d'emplois lors de la construction du projet, mais c'est aussi 5 emplois à temps plein sur toute la durée de vie d'exploitation du projet. Groupe Total qui fait beaucoup de polémiques ces jours-ci. Parlons maintenant de la PIRAC et la région Guadeloupe qui sensibilise les jeunes aux risques naturels et nous en avons une belle panoplie. L'objectif étant de développer leur culture du risque et de faire d'eux des ambassadeurs auprès de leur famille. Regardez. La PIRAC, dont je suis le responsable ici, c'est donc une plateforme qui travaille sur 3 éléments forts, qui sont la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles, aussi bien sur les territoires français que les territoires étrangers, dans toute la Caraïbe. Et donc ici en Guadeloupe, on mène un projet appuyé en partie par la région Guadeloupe, qui permet de faire de la prévention et de la culture du risque au sein des élèves, comme vous voyez là. Et donc pour ça, on a développé de très nombreux outils, des jeux en particulier, des outils pour que les enfants comprennent à quel point le risque est inhérent ici dans les îles, et en particulier en Guadeloupe. Le risque sismique, le risque d'inondation, le risque de tsunami, tous les risques auxquels on est confronté ici, et surtout comment s'en prévenir. Donc vraiment l'idée c'est qu'ils soient eux-mêmes ambassadeurs de ce changement de comportement auprès de leurs parents, auprès des adultes, parce que les enfants sont les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir inculquer comme ça ces éléments fondamentaux dans lesquels ils doivent participer à ces éléments-là. Aujourd'hui, j'ai appris comment réagir face aux catastrophes naturelles. Et je vais continuer à apprendre beaucoup de choses. Sur les 2 premiers ateliers, j'ai appris que les écoles, tous les bâtiments importants avec beaucoup de gens dedans, sont au milieu de la ville, car à cause des montées des eaux. Les montées des eaux impactent surtout les plages, les villes à côté des rivières, mais on nous a appris que bien placer les bâtiments, c'est très important. Là, tu as ce jeu-là. Tu penches la personne. Non, elle va partir. Mais tu fais ici. Et voilà. Et tu viens avec le talon de ta main. Voilà. La prévention, c'est essentiel. Et nous, avec la région et avec d'autres partenaires, on a choisi de travailler avec les enfants, avec des jeux qui sont adaptés en fonction de leur âge. Vous verrez en faisant le tour de tous les outils, il y a des jeux de cette famille, il y a des jeux de plateau, il y a plein de jeux différents pour qu'eux-mêmes puissent jouer et comprendre à quel point c'est essentiel, comment se protéger, comment anticiper. C'est vraiment cette culture du risque qu'on cherche à intégrer pour qu'ils puissent vraiment être ambassadeurs de ce changement de comportement. C'est ça l'idée aujourd'hui. On enchaîne avec l'inauguration de la maison des adolescents de la ville des Abîmes, un espace dédié aux jeunes de 11 à 25 ans, quelle que soit leur motivation ou les soucis qu'ils rencontrent. Les parents peuvent également s'y rendre pour mieux comprendre leurs petits. Regardez. La maison des adolescents, c'est un lieu d'accueil généraliste en direction des jeunes de 11 à 25 ans. Ça veut dire que les jeunes peuvent venir ici s'ils ont besoin d'une information, s'ils ont besoin peut-être d'une orientation, et puis surtout s'ils ont besoin d'échanger, de discuter avec des personnes en toute confidentialité. Donc il y a des jeunes qui viennent nous voir pour des raisons totalement différentes, parce qu'ils ont certaines fois des difficultés de toutes sortes. Donc à la maison des adolescents, on traite sur tous les sujets en lien avec les jeunes de 11 à 25 ans. Et puis c'est aussi un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation pour les parents de ces jeunes. Donc un père, une mère, des parents, un tonton peut venir à la maison des adolescents parce qu'il a besoin d'informations, parce qu'il a peut-être une inquiétude pour un jeune de 11 à 25 ans. Il faut dire que les MDA, c'est généraliste. Ils arrivent ici et on essaie de voir où sont les problématiques vraiment, où ils se situent vraiment avec le jeune, avec sa contribution. Et une fois que tout est clair, tout a été dit, les orientations sont plus visibles pour l'enfant et pour l'équipe. Parce que il faut dire que je reçois souvent un binôme avec un psychologue. C'est pour qu'il y ait ce regard croisé et favoriser un petit peu plus d'ouverture sur les réponses à donner.
en fonction de l'attente du jeune. C'est un dispositif qui a déjà 20 ans d'existence. Il y a plus de 120 maisons des adolescents en France et en Outre-mer. Et ce qu'il a d'intéressant, c'est son côté généraliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil particulier de jeunes qui peuvent venir. Et surtout, l'idée, c'est qu'un jeune peut venir ici pour n'importe quoi. Et en fonction de ce qu'on a repéré, nous, on va l'orienter vers la structure, l'association spécifique qui va pouvoir répondre à ses attentes. Et quand on voit l'expérience de ces 20 ans, donc c'est vraiment un dispositif qui a déjà fait ses preuves et qui est très important en complément des autres et pas à la place d'eux. Et à l'occasion de la Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics, le Pôle emploi organise une journée d'immersion professionnelle au sein de l'entreprise SABB. Le reste en images. Nous sommes sur la 2e édition nationale de la semaine donc des métiers du bâtiment et des travaux publics. Et donc aujourd'hui, l'actualité sur la commune de Petit-Bourg. Nous sommes au sein de l'entreprise SABB pour une journée de visite, d'immersion professionnelle à destination du public jeune. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de découvrir des secteurs d'activité, découvrir les métiers derrière, casser ces représentations et les encourager à s'orienter, à se positionner, à se former sur ces métiers du bâtiment et des travaux publics qui recrutent pour le développement local. Notre spécialité est vraiment de monter des parcours de formation internes dans les entreprises. Donc il faut comprendre l'environnement, les exigences, les outils de travail également qui vont être employés pour pouvoir mieux en parler également aux demandeurs d'emploi, aux stagiaires potentiels. Nous avons un certain nombre de secteurs en tension. Je prends le cas de bâtiments dans l'amiante, je prends le cas des travaux publics dans la canalisation parce que c'est un sujet d'actualité, la problématique de l'eau, de l'assainissement. Et puis même chez nous, au niveau des travaux publics spécificités enrobés, nous avons une population très vieillissante. Donc il serait temps pour nous de mettre les choses en place pour qu'on puisse motiver les jeunes à intégrer le secteur du bâtiment et des travaux publics, surtout dans les secteurs en tension. Et la raison pour laquelle ce partenariat a été mis en place, c'est pour qu'on puisse, pas comme avant, dire qu'on va former des jeunes dans tous les secteurs, maçons, électriciens, plombiers, mais faire un partenariat pour que les entreprises puissent indiquer les besoins et adapter la formation des jeunes aux besoins de l'entreprise pour qu'on puisse réduire autant que faire se peut le chômage sur notre territoire Guadeloupe. Ce sont des candidats qui ont été présélectionnés, identifiés par leurs conseillers, qui ont été préparés également à cette visite et qui, pour beaucoup, sont déjà prêts en termes de savoir-être professionnel parce que, bien évidemment, ils vont être formés sur les métiers. Mais il y a déjà donc des savoirs professionnels attendus en termes de savoir-être, comme l'esprit d'équipe, comme le respect des mesures de sécurité, des consignes qui sont importantes et puis cette envie de continuer à apprendre et à développer ses compétences. C'est le but du jeu. Hein. S'il y a des profils qui nous intéressent à travers un plan de formation, s'ils ont déjà les compétences, tant mieux. Mais avec notre conseil en formation, nous avons commencé à mettre en place un plan de formation pour le personnel existant. Mais évidemment, c'est le but du jeu. Comme je vous ai indiqué, de façon globale, même sur le plan national, nous avons une population vieillissante dans le secteur du BTP. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les jeunes appréhendaient ce métier, c'est pelle, pioche, puis quoi. Non, le BTP, c'est pas que ça. Il y a des métiers de base, il y a des métiers de service administratif, il y a des métiers d'ingénieur. Donc, il y a toutes sortes de métiers et nous sommes vraiment intéressés. Là, nous sommes en train de recruter un ingénieur en travaux publics pour nos futurs travaux. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, oui, s'il y a des compétences, nous sommes preneurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rappel d'une information capitale, à savoir que lors de son audition à la Commission européenne, le géant Pfizer a reconnu qu'il n'a pas testé l'efficacité de ses vaccins expérimentaux sur la transmissibilité du virus. Un scandale qui suscite la colère de plusieurs députés européens qui entendent porter plainte. Ils incitent notamment la société civile aussi à porter plainte contre la société pharmaceutique qui a engrangé pas moins de 2 milliards d'euros en Europe grâce à la vente de ces injections. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Twitter par exemple, vous tapez hashtag Pfizergate et vous aurez un peu une idée de ce qu'il en ressort. En tout cas, on a appris beaucoup de choses lors de cette commission. À noter également que Albert Bourla, le PDG de Pfizer, s'est
beaucoup fait remarquer par son absence. Il est de nouveau convoqué devant la commission pour s'expliquer justement sur toutes les zones d'ombre autour des injections expérimentales. Et s'il ne se présente pas à cette seconde convocation, eh bien Pfizer risque d'être banni de la liste des lobbies de la Commission européenne, comme c'est le cas pour le géant de l'agriculture Monsanto. En tout cas, il y a beaucoup encore de choses à apprendre autour de ce fameux vaccin expérimental. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Peut-être qu'on nous aura annoncé la réintégration des soignants d'ici là, puisque n'oubliez pas que les négociations sont en cours avec le cabinet du ministère des Outre-mer et le syndicat UGTG notamment. On verra comment tout ça se goupille. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir. Alors bonsoir à qui aujourd'hui? Bonsoir à Perle de Caru qui est présente, à Marius Labici. Bonsoir à Johanna Wa. Bonsoir à Mouton Lucide. Bonsoir à Gilles Julien, à Teddy Bamberg, à Fabienne Médard, à Marie-Lou. Bonsoir également à Katia Gloiras. Bonsoir et bisous à Maggie Delaney, à Fabien Média 97. Bonsoir également à Jimmy Kamagouva Aliar. Bonsoir à Don Luciano, bonsoir au général Franck Abar, toujours connecté, franchement, ils ne font jamais défaut. J'adore les commentaires du général. Franchement, regardez un petit peu les commentaires du général, on en parlera un jour. Bonsoir à Naïssa Kalosbi Keita, bonsoir à qui d'autre? À Map Phaéton, bonsoir. Désolé quand je bug un petit peu, c'est des noms un petit peu nouveaux que je ne connais pas forcément. Donc sorry. Bonsoir à Grégory Mayout, bonsoir à qui d'autre? À Viviane Coton qui est présente. Bonsoir à Camille Julien, à Patricia de Normandie. Bonsoir à Fabienne Médard également. On va remonter un petit peu plus. Bonsoir. Débat. Débat. Un jour, je prendrai le temps et je lirai les commentaires pour vous, si vous les voyez pas, pour ceux qui regardent sur l'antenne de Canal 10, parce que n'hésitez pas effectivement à commenter l'actualité de façon à ce qu'on puisse savoir un peu ce que vous pensez. Ça fait toujours plaisir d'échanger et de pouvoir se situer. On se retrouve après la pub.